Salut et bienvenue dans ce nouveau format qui est un petit mélange entre une interview et un podcast où on va mettre en avant vraiment tous les acteurs dans le milieu de la pêche, que ce soit des fabricants, des distributeurs, voire même des youtubeurs, avec un seul mot d'ordre, on parle de matériel. Et aujourd'hui, pour inaugurer ce nouveau format, c'était difficile de pas voir avec la marque leader sur le marché de la carpe, du moins en France. Et je veux bien sûr parler de Nage. Et j'ai la chance d'être accompagné de Jocelyn. Salut Jocelyn. Comment vas-tu? Eh ben écoute, super bien, super bien. Je suis super content Ouais, de passer un moment avec toi, qu'on puisse échanger. pareillement. Je suis content que ce soit toi qui inaugure ce nouveau format. Lançons-nous. C'est Ça parti va, c'est alors. pas bien. Là, on sait pas trop, mais on va voir ce que ça donne à la fin, quoi. Tu vas voir, ça va être assez sympa. Bon, Jocelyn, tu es quand même très connu dans le monde de la pêche de la carpe, mais si jamais tu veux te présenter pour les quelques carpistes qui ne te connaissent pas encore, nous dire ce que Ouais. tu fais chez Nage, depuis combien de temps, ton parcours dans le milieu, Ouais. je te laisse t'exprimer. Ok. Alors, merci Arnaud, déjà de me donner la possibilité et de donner la possibilité à Nage de faire ce premier nouveau format. Voilà. Lançons-nous. Moi, c'est Jocelyn. Effectivement, ça fait un petit moment que je suis dans le monde de la pêche de la carpe. J'ai attaqué il y a longtemps maintenant, sans refaire tout l'historique, mais j'ai attaqué la pêche vers 13 ans et tu vois, j'ai dépassé les 42 désormais, donc pas mal de temps, une vie dédiée à la pêche, quoi, et j'en ai fait finalement aujourd'hui mon métier depuis près de 4 ans maintenant. Euh, et mon parcours, c'est celui de quelqu'un qui a toujours été impliqué dans la pêche, dans les articles pendant des années, avec plein de magazines, en France, en Europe, et puis des partenariats avec Fox, avec Dynamite, avec Imperial Baits par le passé, et puis Nage depuis 8 ans maintenant, et 4 ans en tant que manager. Et mon rôle, c'est ça, c'est manager. Est-ce que ça signifie... Alors, manager, c'est un peu un mot galvaudé, enfin, ou un titre galvaudé, on ne sait jamais trop quoi mettre derrière le titre de manager, mais en ce qui me concerne, je suis en charge du commerce et du marketing pour plusieurs pays. Donc j'ai attaqué avec un premier pays qui était la France, puis le résultat a été a priori satisfaisant, parce qu'après ils m'ont donné un deuxième pays, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième. Et puis tu vois, depuis un mois maintenant, j'ai Allemagne, Autriche et Danemark à la longue liste des pays que j'avais déjà. Donc encore plus de travail, un peu comme toi, voilà, il faut malheureusement on passe pas tout le temps qu'on voudrait au bord de l'eau. Il y a, comme tu le disais, toi tu as du temps administratif par rapport à tout ce que tu fais pour la plateforme Fish and Test, et de la même manière de mon côté, il y a des employés avec tout ce que ça signifie en termes d'encadrement. Il y a toute la partie produit, il y a toute la partie marketing. Et puis, le marketing, c'est très large, hein. Il y a l'offline marketing, le digital marketing, le direct marketing. Il y a tous ces départements en fait qu'il faut adresser en matière d'offres. Donc voilà, pas mal de choses à faire. Et puis beaucoup de pêcheurs, parce qu'en fait aujourd'hui, sur tous ces pays, il y a des équipes de pêcheurs, il y a des équipes d'ambassadeurs, de team members, des gens qui représentent en fait la marque Nage dans leur pays, depuis le Danemark en passant par San Marino, qui est un pays à l'intérieur de l'Italie, en passant par la Suisse, en passant. On a des équipes dédiées dans chacun de ces pays pour faire exister notre marque, nos produits, et puis permettre aux pêcheurs d'avoir on l'espère, ce qu'il y a de mieux dans le domaine, quoi. En tout cas, Ok. donc voilà, mon rôle, c'est celui-là. Et puis, c'est aussi, de temps en temps, malgré tout, d'aller au bord de l'eau, quand il s'agit, par exemple, de tester des produits. Et c'est une partie qu'on partage tous les deux. C'est un truc qu'on partage tous les deux, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Donc, je participe et à la fois à ce qu'on appelle l'idéation. Donc, l'idéation, c'est l'idée et la création. Donc, je participe plutôt en phase amont, c'est-à-dire proposer des idées sur l'implémentation de nouveaux produits, des concepts complètement nouveaux ou l'amélioration de produits existants. Et puis, après, je ne participe pas du tout au milieu, ni au design, ni au développement. Au développement au sens euh, Ingénierie, oui, avec les voilà, au ingénieurs. niveau ingénierie, je participe pas à la création du cahier des charges, je peux avoir une lecture, mais c'est pas mon truc.
Et par contre, à la fin du process, tu passes en phase de test. Et c'est là où moi, parfois, en fonction du temps que j'ai de dispo, je vais pouvoir être sollicité sur le test d'un produit ou d'un autre parce que ça correspond à ma pêche et je vais donner un feedback au même titre que d'autres personnes en Europe qui sont sollicitées en le cadre de... Ouais, c'est ça. C'est un peu la force de nage, c'est que vous avez des pêcheurs un peu partout, avec plein de styles de pêche différentes. Ouais. Et du coup, vous les impliquez quand même beaucoup en phase de tests prototypes, c'est ça? Oui, alors en fait, l'ensemble des ambassadeurs, ils sont sollicités en fait sur deux niveaux, un peu les deux Mhm. niveaux que j'ai indiqués. La première étape, c'est-à-dire l'ideations, Ok. donc c'est-à-dire l'idée. Parfois, l'idée c'est un crowbar, c'est un petit dessin, c'est juste c'est quelques mots, c'est some keywords, tu vois, quelques mots clés en disant bah voilà, par exemple, j'ai une bêtise. Euh, il nous faudrait un marqueur, mais ce marqueur, il devrait répondre à ça et ça comme exigence, il devrait être facile à lancer, facile à utiliser, il devrait fonctionner la nuit, il devrait fonctionner le jour. Donc c'est plus une expression de besoin si on devait le traduire en français. C'est ça. Voilà, le pêcheur va exprimer un besoin dans son cas de pêche, quoi. Donc voilà, donc le gars qui pêche en rivière, il a besoin, je sais pas, de pêcher en washing line, de pêcher au cassant, ce qu'on appelle le cassant, parce qu'il veut pêcher les obstacles en face. Ben, qu'est-ce qu'il lui faudrait comme produit réellement par rapport aux situations auxquelles il est confronté? Donc durant cette phase-là, on sollicite les pêcheurs pour qu'ils donnent leur avis, leur feedback, Ouais. et on construit en fait sur la base de ça des repositories, donc des documents qui viennent formaliser toutes ces idées. Après, elles sont communiquées au service innovation, et là, le service innovation reprend la main et va Mhm. commencer, qui est composé d'Alan, qui est composé de 8 personnes maintenant. On a investi très lourdement dans ce qu'on appelle des développeurs. Voilà, Ok. donc pas développeurs informatiques, mais développeurs produits. Des chefs Et produits. des designers et des développeurs, en fait, au Ouais, niveau c'est ça, ouais. produit. Et voilà, c'est ces deux typologies de profils qu'on va retrouver au service innovation. Puis eux, bah, après, sur la base de ces pitchs, on appelle ça aussi des pitchs, de ces pitchs, de ces idées clés, bah, ils vont se dire, tiens, ce marqueur ou ce système de cassant, bah, il est pas mal comme ça, ok. Et puis là, ils vont commencer à brainstormer dessus, ils vont reposer des questions souvent, donc on a des jeux de questions-réponses. Et puis après, eux, après, vont se lancer dans un travail qui est beaucoup plus moins sympathique que ça n'y paraît. Parce que quand on dit designer, produit, développeur, tout le monde s'imagine des trucs de fou. Ben non, en fait, c'est beaucoup en fait des cahiers des charges, des mesures, des croquis. Donc c'est plus un projet. Donc on est sur une étape de faisabilité. Donc la faisabilité, ça ne veut Mhm. pas dire qu'on lance le projet. C'est-à-dire que techniquement, on regarde si c'est faisable, si ça peut apporter quelque chose. Puis après, il y a toute une étape où on va regarder il y a la faisabilité technique, puis après la faisabilité financière, c'est une autre étape. Bon, je ne veux pas être trop chiant, il y a trop de détails, mais la Oui, faisabilité non, financière, c'est vraiment la conception. On avait eu la chance de rencontrer un chef produit dans bon ben voilà. une Donc marque. après, pour rendre à la faisabilité financière, c'est-à-dire que quand bien même le produit, je faisais référence à deux produits là, donc un système de cassant pour le gars qui est en rivière ou un système, je ne sais plus quelle était la deuxième idée, mais voilà, donc en fonction du produit, une fois qu'on l'a fait techniquement, il reste à vérifier combien il coûte. Mhm. Voilà, donc la matière première, le savoir-faire, etc. Et puis après, si on peut le vendre. Parce qu'encore une fois, le produit, peut-être qu'il va arriver à un prix qui ne sera pas audible pour le marché. Tu vois, si je commence à te dire, tiens, on a fait un super produit. Simplement, ce nouveau BV, bah, il coûte 4 500 €. Oui, non, mais c'est ça. Ouais. Donc, il n'y a plus de public, en fait. Plus personne ne va pouvoir l'acheter. Donc, Oui. il y a toujours un compromis à trouver entre ce qu'on va apporter comme innovation Mhm. versus ben, est-ce que à un moment donné il y a une niche ou une audience pour ce produit. Et c'est là où franchement faire Harakiri, il y a beaucoup de produits qui malheureusement sortent pas parce que l'idée est bonne mais elle va intéresser qu'un nombre vraiment trop limité de personnes et du C'est coup ça qu'il faut, et c'est ça, c'est hyper intéressant qu'on parle de ça parce que c'est vrai que des fois tu te dis, mais en fait, ce produit-là, il pourrait être top, mais il correspondrait à 3 ou 4% de la population des pêcheurs de carpe pour des coûts de développement bien trop élevés, et du coup, bien c'est sûr. impossible à faire, quoi. Exactement. Là, sur la pêche en bateau cabine, par exemple, qui est une pêche que je pratique pas mal depuis 2005, il y a plein de produits qui pourraient être, et je ne vais pas les donner là, mais plein de produits sur lesquels on a déjà travaillé, etc., qui pourraient être vraiment, qui pourraient apporter de la valeur à la pêche. Par contre, le nombre de pêcheurs concernés, il est tellement limité que les lancer, en fait, c'est parce que
il y a tout le travail des gars qui vont être mobilisés, mais après il y a les prototypes, j'ai oublié de le mentionner, mais sur la faisabilité technique, parfois il y a la nécessité de faire un prototype, le prototype il faut le payer, hein. Personne, les fournisseurs, peuvent le faire gratuitement, donc il faut faire le moule, donc le moule il a un coût également, et tout ça à un moment donné arrive à ce que tu as une facture en bas, et c'est normal, on travaille tous pour, à un moment donné, le travail il mérite récompense, donc chacun travaille, on n'est pas dans des assos, hein, loi 1901, on est tous là pour des réalités, on a tous besoin d'un salaire, on est tous là pour des réalités financières. Et à un moment donné, bien, finalement, le coût de tout ça permet pas de lancer le produit. Mais oui, on pourra en parler des heures, hein, mais il y a énormément de produits malheureusement qui sortent pas ou qui sont pas encore sortis parce qu'on essaie de trouver des alternatives. Donc c'est autrement, moins cher, pour au final, parce qu'encore une fois, nous on n'est pas sur une vente directe, hein, faut aussi on est sur un modèle de vente où on vend à des détaillants, parce que souvent j'ai la question sur les réseaux, etc. J'ai très souvent les questions en fait. Est-ce que je peux acheter ce produit, etc. Oui, par un détaillant. Nash, c'est une société qui vend à des détaillants qui vendent eux-mêmes aux clients finaux. Bien sûr. Et donc, et parfois, c'est pas toujours compris. C'est-à-dire que on va s'adresser à nous pour du service après-vente directement. On va s'adresser à nous pour acheter, je sais pas, des produits. On vend rien, hein, nous, en direct. Hein. Nous, on vend aux détaillants. Et donc, forcément, si on vend aux détaillants, faut qu'on leur donne la possibilité de vivre. Oui, c'est ça. Oui, non, mais je suis d'accord. Et donc, pour leur permettre de vivre, ça veut dire qu'il faut que le prix final, on doit réfléchir au prix final, l'esprit final, il doit être acceptable par les pêcheurs. C'est sûr que si on vendait en direct, on pourrait se permettre, en toute honnêteté, de faire des produits de top qualité, franchement, sans aucune arrogance. On ferait des produits qui aujourd'hui ne sont pas touchés du doigt parce qu'on pourrait lancer des séries qui sont beaucoup plus importantes que d'autres sociétés qui font de la vente en direct à aujourd'hui. Tout comme des grosses sociétés comme Fox, etc. Hein. Toutes ces sociétés-là, on serait capable, si on était en vente en direct, on pourrait proposer plus de qualité pour un prix public, voilà. Mais c'est pas notre modèle et c'est pas comme ça qu'on travaille. On travaille avec les clients revendeurs et puis on en est content. Ça fonctionne bien comme ça. Non, mais très bien. Bah écoute, j'espère un jour avoir l'occasion de faire un top 10 des produits qui sont jamais sortis. Ouais, pourquoi pas, ouais. Bon, merci pour ta présentation en tout cas, et merci aussi d'avoir éclairé ce point qui est assez important dans le développement du matériel de pêche, mais pour le coup, c'est dans tout produit qui existe sur le marché, ça fonctionne pareil, hein, finalement, c'est pas dédié à la pêche que tu as dit là, et c'est important aussi. C'est très exactement comme ça, ouais, que ça fonctionne. C'est important de reparler de ça. On ne refait pas l'historique de Nash, hein, mais c'est une des très anciennes sociétés d'histoire. Hein. Dans 30 pays, 250 salariés, voilà. On est partout. Très bien implanté dans son berceau en Angleterre et très bien implanté en Europe également, donc, avec plein de pêcheurs de renom. Moi, je te propose qu'on discute un petit peu de vos nouveautés pour cette nouvelle année, et j'ai cru voir que vous renouveliez toute votre gamme d'appâts. Tu peux m'en dire un petit peu plus parce que c'est quand même un repas qui était un peu iconique, c'est très connu, etc. Tiens, mais par exemple, je pense à la citrus. La citrus, quand elle est sortie il y a quelques années, c'était un appât tout de suite qui avait marqué par sa couleur, son odeur, sa touche très au niveau des agrumes, etc. Puis là, vous sortez toute une nouvelle gamme de citrus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle voilà, si tu peux m'en dire un petit peu plus. Ouais, en fait, comme tu l'as vu, on a la gamme d'appâts, elle a été réduite, à tel point qu'on a arrêté les instants actions il y a 2 ans, et on a limité le nombre d'appâts, on a même limité le nombre de tailles d'appâts. La raison, elle est, et je vais pas pratiquer la langue de bois, ou tu vois, la raison, c'est que notre machinerie, ou notre machine à fabriquer, parce que là on n'est pas sur des boilie design, c'est une machinerie, hein, c'est un entrepôt dédié avec une chaîne de fabrication qui est rendue à plus de 25 mètres de long, enfin c'est très sérieux quand même. Et donc ce que je veux dire, c'est que cette machinerie était vieillissante, clairement. Certaines pièces avaient été changées, mais loin de là l'intégrité avait été changée, et on parle d'une société, Nash Baits, ça a 40 ans d'histoire, hein. Nash Baits a débuté avec
quand la société Nash s'est lancée, on a commencé avec des sacs de conservation. Kevin avait lancé ça et l'usine à appât. Tout juste une année plus tard, le lancement de la boîte, on commence à fabriquer les premiers appâts. Car il faut savoir en fait que Gary Betts a rejoint, enfin Gary Betts, pour la petite histoire, mais parce que souvent c'est méconnu, j'en avais évoqué dans un podcast, mais j'ai eu tellement de retours là-dessus que je pense que les gens sont curieux de ça. Kevin Nash, Rod Hutchinson travaillaient ensemble pour une même société, étaient tous les deux actionnaires d'une société qui s'appelait Ketchum. Je pense que tu as eu connu. Et Ketchum, c'est là où il y avait le concepteur d'APA qui s'appelle Gary Betts, qui continue de travailler d'ailleurs pour nous. Il travaille beaucoup plus ponctuellement parce qu'il a un certain âge, mais il intervient encore en tant que conseil. C'est vraiment un advisor aujourd'hui. Et Gary Betts, c'est lui qui invente le Scopex, par exemple. Ça sort de son atelier. Et, alors quand je dis c'est lui et ses gars. Enfin, il n'était pas tout seul, mais c'est lui et ses gars. C'est à Ketchum que le Scopex est créé et ensuite donc Gary rejoint Nash. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec on a cet héritage de Ketchum, de Ketchum avec le Scopex et puis tout le reste après qu'on a créé. Et donc la gamme a été réduite pour une simple et bonne raison, c'est que cette machinerie, notre usine de fabrication a vieilli et il était temps en fait de réinvestir. Mais réinvestir, c'est un énorme investissement pour Nash, puisqu'on a étendu notre capacité de production. On est sur une capacité de production aujourd'hui qui est 2,5 fois supérieure à ce qu'elle était. Okay. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec une capacité de production, et là ça fait 1 mois et demi maintenant que l'usine est en route, qui est beaucoup plus rapide. Donc on produit et on avait besoin de ça en fait pour relancer en fait notre gamme. Donc on a réduit les instants action quand les gens nous posent la question. La réduction des instants action, elle est liée à le fait qu'on est en souffrance avec l'ancienne chaîne de production et que la nouvelle nous permet de relancer une gamme. Et voilà pourquoi on retrouve ces 3 appâts, Monster Shrimp, Citrus et Scopex Squid. Et la Citrus, tu as raison, c'est un complet réaménagement de la précédente Citrus, qui était vraiment une bouillette, comme tu disais, aux saveurs un peu agrumes, et qui ce parfum vraiment spécial Citrus, mais qui était vraiment une bouillette plus pensée pour l'eau froide, plus pensée pour une pêche, on va dire en dessous à 10-11 degrés de température, plus sur une pêche de spot en fait, tu vois. Et là, cette nouvelle, on a revisité la Citrus, et la raison, elle est liée au fait que ce qu'on voulait, c'était une gamme d'appâts plus complète, moins de références, pas s'éparpiller dans les références, mais avoir une gamme d'appâts plus resserrée en nombre de références, mais par contre avec plus de produits périphériques. On appelle ça les produits périphériques, tu vois. Donc, les wafters, les pop-up, les liquides, les extracts, les poudres. Donc tous ces produits périphériques, on les voulait en fait, on voulait retrouver cette même gamme de produits périphériques pour chaque appât. Okay. Et puis c'est dans le, comment dire, il y a aussi un repositionnement de Nash, donc ça c'est aussi, ça a tenu vachement dans la balance, mais il y a un repositionnement de Nash en fait, je pense que tous ceux qui suivent Nash le voient peut-être, mais on a fait des essais sur des produits plus entrée de gamme, plus budget, et on a clairement un repositionnement en fait de nos gammes. On a arrêté quelques produits, on est passé de plus de 2000 références à beaucoup moins, 1003. Et ce resserrement de nos références en fait, il est vraiment sur des produits premium parce que c'est là où on excelle en fait, c'est là où on est les meilleurs, et on a moins cette volonté aujourd'hui. Enfin, c'est clairement une stratégie de la direction marketing et commerce, c'est vraiment de se focaliser sur des produits premium, quel que soit le produit. Donc, quand les gens veulent de la qualité, ils doivent se retourner vers nous. C'est ça qu'on veut créer comme réflexe, quoi. Et donc, je comprends. Au final, c'est un choix qui se respecte totalement, de dire on profite de changer notre chaîne de production pour quelque chose de beaucoup plus récent, plus moderne, et on en profite, on revoit toute notre gamme, et on focus sur 3 gammes, c'est ça, si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui, 3. Et on va en parler un petit peu plus en détail. Et les produits périphériques, et quand on parle de produits périphériques, c'est tout ce qui est booster, pop-up, wafter, stick mix, je suppose. Ouais, exactement. Stick mix, tu as les cultes aussi.
Donc les cultes, c'est des anciennes culturelles qui ont été renommées les cultes. Tu sais, c'est ces appâts qui sont entourés d'une croûte. Oui, oui, qui est un Qui peu pour créer une... active. Ouais, ok. Ok. Donc anciennement les cultes connus souvent culturels ont été renommés cultes, mais bon, peu importe le nom, c'est ces appâts, tu vois, vraiment flottants ou sur le fond, mais qui permettent d'être beaucoup plus attractifs, quoi, parce qu'ils ont cette croûte qui est riche enfin déjà un qui est hydrosoluble, et puis donc qui travaille après immersion et qui est beaucoup plus attractif, quoi. Donc voilà, ouais, ouais. Donc on a tous ces produits périphériques qui viennent enrichir la gamme. Et puis c'est vrai que la citruse d'aujourd'hui, elle a été revisitée parce que là où elle était hier, plus pour une pêche en spot, pêche sur une pêche peut-être plus en conditions hivernales ou en eau froide, là désormais la nouvelle citrus c'est vraiment un appât 4 saisons. C'est un appât qui est riche donc en farine, en protéines de lait, mais qui a aussi des farines des hydrolysats par exemple de calamar, mais qui a aussi des stimulateurs d'appétit comme un extrait de fruits, un extrait de caramel, ce qui fait qu'elle a une odeur un petit peu différente, un peu plus ronde. Ouais, ça reste la citruse au niveau du parfum, mais pour tout le reste, c'est vraiment très différent. On est vraiment sur un appât qui est pensé pour les amorçages, là où l'appât, et c'est ce qu'a voulu faire Max, qui est le bait designer en fait de chez Nash, et qui travaille donc avec Gary Bates, mais le responsable de l'équipe, parce que nous c'est une équipe de près d'une quarantaine de people, hein, l'équipe Bates, et finalement, bah voilà, il voulait un appât qui se prête aux amorçages, et pour avoir béné avec, enfin, réaliser des campagnes d'amorçage, etc., ça fonctionne, et ça fonctionne très très bien, ouais. Donc non, ouais, c'est vraiment un appât 4 saisons maintenant, la citrus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on oublie, parce que c'est vrai, et ce que tu m'as dit là, ça m'a fait penser à l'époque où elle était sortie, où quand je regardais la citrus et tout, t'achètes ton petit pot de citrus, t'as ton stick mix et tu pêches au spot en plein hiver, et puis voilà, c'est la bonne bouillette potentiellement pour pêcher en hiver. Ça, c'est fini. Maintenant, la citrus, c'est un appât comme un autre avec ses qualités où on peut mettre 1 ou 2 kilos par spot avec tous les composants autour. Donc elle est déclinée aussi en pop-up, je suppose. Tout pareil, donc on va retrouver des clouds. Donc les clouds, tu sais, c'est ces liquides rose, jaune, blanc que tu utilises sur le stick mix, que tu peux aussi en mettre sur ton appât. Après, on va retrouver des parfums en spray. Donc là, c'est assez concentré, c'est plutôt une base éthylique, donc c'est plutôt sur une diffusion bottom-up, donc verticale. Après, tu vas retrouver le spray hook bait qui lui est plutôt sur une base huileuse. Tu vas retrouver aussi le sirup, ça c'est plus pour l'amorçage. Donc c'est beaucoup plus dilué, il est pour l'amorçage. Donc tes graines, tes billes coupées en deux, des flecks, tu mélanges tout ça. Et là, tu peux arroser ton liquide pour donner, pour renforcer l'attraction de ton amorçage, mais aussi pour donner un petit côté visuel, tu vois, parce qu'ils sont aussi de couleur. Et puis après, t'as les extraits en poudre, t'as les cultes. Enfin ouais, le nombre de produits périphériques, il est important, ouais. Donc c'est à la fois des liquides, et c'est à la fois aussi des appâts tels que les cultes, qui sont vraiment des appâts de déchage. Puis c'est des pop-up, des wafters dans les différents diamètres qu'on connaît. Enfin, c'est ces produits périphériques là qui vont permettre justement d'être sur une approche rapide. Par contre, l'appât sorti de sac, tu peux l'utiliser sur une pêche rapide, bien entendu, mais à choisir. Si tu es sur une approche rapide, tu pêches 1 heure, 2 heures en stalking, ou si tu pêches sur 24 heures, là c'est peut-être effectivement mieux d'utiliser soit un spray, soit un liquide pour renforcer l'attraction de ton appât, et puis peut-être mettre une culturelle en échage qui va bien travailler sur une période de 4 à 5 heures si l'eau est pas trop chaude. Et puis tu vas accompagner ça d'un stick, ça sur une approche rapide, ça fonctionne, quoi. Où tu pêches pas en flottant, bonhomme de neige, quelque chose de plus facilement identifiable des poissons, tu vois. Et ça fonctionnera toujours sur une approche rapide. Mais l'appât sorti du sac, j'en ai là, hein. L'appât sorti du sac, là, eh bien, comme la citrus, là, ça va être, ou la monster shrimp, ça, c'est vraiment des appâts qui se prêtent pêche rapide, mais surtout, si on veut construire un amorçage, mettre 1 kilo, 2 kilos de billes, il n'y a aucun souci. Contrairement à la citrus
précédentes versions où c'est pas quelque chose qu'on encourageait, quoi. On proposait vraiment, on encourageait un stick avec des flecs, on encourageait, mais pas des gros amorçages. Ouais. Ouais, je comprends. Et donc, là, tu parlais de la Monster Shrimp, justement, tu peux m'en dire un peu plus sur cette bille, sur cet appât? Ouais. Alors, la Monster Shrimp, pour moi, elles sont vraiment complémentaires. J'ai beaucoup aimé la Monster Shrimp parce que j'ai eu des bons résultats déjà avec, puisqu'on les teste depuis près de plus d'un an maintenant. La Monster Shrimp, c'est une base carnée, elle est sombre déjà. Elle est très riche en farine carnée. Et quand je dis en farine carnée, c'est surtout en hydrolysa. Donc les hydrolysats, l'avantage, c'est qu'ils sont hydrosolubles. C'est-à-dire qu'après immersion, l'hydrolysa, il va avoir cette capacité en fait à être soluble, à travailler la matière travaille au contact de l'eau. Donc l'appât a cette propension à diffuser, si tu veux, ces attractants, parce que les farines elles-mêmes en fait, au contact de l'eau, vont se dégrader. Donc ça, c'est un point hyper important, parce que c'est vrai que dans les appâts, il y a souvent des amalgames qui sont faits, etc. Et après, c'est que ma voix, hein, et c'est que mon point de vue, mais forgé sur des années de lecture, le contact avec des bake designers depuis des années. Les appâts, si tu veux, qui travaillent pas, c'est quelque chose qu'il faut fuir. Un appât, si tu veux, qui reste hermétique à l'eau, qui ne travaille pas, c'est le dernier appât vers qui il faut se retourner, en fait. À l'échage, pourquoi pas, à l'échage, mais à l'amorçage, il faut évidemment tout l'inverse. Il faut que ton appât, il travaille. Il faut qu'après immersion, quand un appât se délave, pour certains, c'est synonyme de pas bonne qualité. Mais c'est tout l'inverse. C'est parce que ton appât se délave qu'il a travaillé après immersion et que du coup, il a diffusé. Parce que l'appât, il a plusieurs objectifs, mais le premier, il est d'attirer les poissons avant même de les nourrir. Et donc, s'il y a un enjeu qui est très important, notamment sur des pêches rapides, et la Monster Shrimp avait vraiment pensé pour ça, l'enjeu numéro 1, c'est quand même d'attirer les poissons. Et donc, pour les attirer, il faut que ça pas diffuse. Et c'est pour ça qu'il a une combinaison d'hydrolysa, de farine carnée. Il n'y a pas que des farines de poisson, hein, il y a bien d'autres hydrolysats qui vont lui donner cette capacité à diffuser. Mais il y a aussi une riche base liquide composée d'huile, donc très importante. Hein. Tu sais que les appâts, il faut qu'ils soient enrichis en huile, c'est essentiel, c'est dans les besoins physiologiques de la carpe. Un profil d'appât, il faut au moins être entre 7 et au moins 6, entre 6 et 9 en matière de lipides, donc sur la matière sèche et les liquides. Il y a les liquides, bien sûr, mais il y a aussi la matière sèche qui doit être suffisamment riche en lipides. Et donc, c'est une riche composition de liquides, et à la fois éthylique, et à la fois glycol, et à la fois huileux. Et c'est cette riche composition qui va lui donner vraiment cette capacité à diffuser rapidement, mais aussi progressivement, ce qui n'est pas pareil, tu vois, après immersion, progressivement au long des heures, et quelle que soit finalement la température d'eau, parce que la base éthylique va travailler en eau froide, là où la base huileuse va mieux travailler en eau chaude, etc. Bon, c'est un large sujet aussi, mais non, la Monster Shrimp, c'est vraiment un appât que moi, avec lequel j'ai fait vraiment des super captures. Pour moi, elle m'a tellement convaincu que ma saison là qui va venir se reposera sur Monster Shrimp et Citrus. Alors que j'étais Topex Squid Addict, là, les résultats étaient sans appel, et je vais alterner entre Monster Shrimp et Citrus. Citrus, tu vois, genre quand je pêche en rivière ou quand il y a pas mal de poissons-chats, parce que voilà, on a le problème dans nos eaux à nous, contrairement aux eaux anglaises, on a quand même pas mal de silures, on a encore dans certaines gravières, etc., des poissons-chats. Et je vais plutôt privilégier la citrus dans ces cas de figure-là. Et puis, par contre, la Monster Shrimp, à chaque fois que je vais pouvoir l'utiliser, que je suis pas trop embêté par les nuisibles, écrevisses, poissons-chats, silures, etc., ce sera Monster Shrimp, et sinon citrus. Après, c'est mon choix perso, mais ouais, ça peut être ça. Oui, mais t'as les deux, si on raisonne très binairement, t'as le choix entre un appât plutôt fruité, acidulé, on va dire, et puis l'autre très carné, quoi, qui est très... Ça. Là, de ce que tu me dis de la Monster Shrimp, c'est le carné par excellence. Ouais, clairement. À l'occasion, hein, si on est amené à passer du temps ensemble,
tu les essaieras, tu te feras ta propre opinion, parce que c'est la meilleure manière de vraiment carné et très vraiment carné. Et puis il y a eu ce qui est important, c'est qu'il y en a pas, parce que des appâts, il y en a tous les jours. C'est un peu comme des montages. S'il y avait un montage vraiment manifeste, plus efficace que les autres, aujourd'hui, on parlerait que de celui-là, et c'est pas le cas. C'est parce que chaque jour, on arrive à trouver des contre-exemples. On s'aperçoit que la carpe sur une vidéo underwater, elle va te souffler un slip d'Eric, mais d'une facilité déconcertante. Le lendemain, c'est un Ronnie. Le lendemain, c'est un cheveu traditionnel. Enfin, on s'aperçoit finalement qu'il n'y a pas de science exacte. Les appâts, c'est même si je pense qu'on est plus avancé en matière d'appât que sur les montages. Évidemment, c'est difficile d'expliquer parce que n'importe qui peut faire des appâts, j'ai envie de te dire. Enfin, tu vois, le mec, il a un body design. N'importe qui, en fait. N'importe qui en fait, tu vois. Après, quand tu commences à rentrer dans un processus industriel comme le nôtre, que tu dois proposer une même qualité, une constance, de la traçabilité, et puis proposer un appât qui soit vraiment polyvalent pour les saisons, pour les types d'eau. On, on pourrait parler des heures là, avec des faiseurs de bouillettes locaux et tout ça, et je respecte ce qu'ils font, et c'est super. Mais on n'est pas du tout dans le même monde. Et les gens parfois se disent ah, mais c'est plus cher. Bon, hein, c'est plus cher parce que c'est vendu à un détail, on va pas en direct. Donc ça, c'est un premier point. Mais on peut pas parler du même travail. C'est comme, bien sûr qu'à la fin, tu as une boule de pâte aromatisée dans un sac. Ah oui, le résultat, il semble être le même, mais il n'y a aucune comparaison. Non, à partir du moment où tu as un process, comme tu disais, à partir du moment où tu as un process industriel, il faut que ton appât, entre la première tonne que tu sors et la 250e tonne que tu sors à l'année, soit la même, quoi. Et en plus, pour le coup, pour avoir déjà rencontré les ingénieurs de certaines marques au niveau des appâts, ouais, c'est vraiment des ingénieurs. Il y a des recherches quand tu parlais du taux lipide, des hydrolysats, etc. Mais voilà, mais après, comme moi je pense aussi, il faut tout. Tout le monde peut faire des appâts, tout le monde peut en faire pour soi. On peut prendre des appâts et on peut prendre des cartes, quels que soient finalement les appâts. Aujourd'hui, il n'y a pas d'appât. S'il y avait un appât, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec le montage, s'il y avait un appât vraiment qui surpassait tout le reste des appâts, on le saurait tous là, on serait tous au courant. Mais il y a des appâts qui sont plus pensés, plus travaillés et qui répondent mieux à des conditions de pêche que d'autres. Ça, c'est une certitude. Après, de là à dire que c'est le meilleur appât du monde, etc., non. Mais clairement, vu le travail qui est engagé derrière, oui, quand je dis que la Monster Shrimp, elle est efficace, et que pour moi, aujourd'hui, c'est... Voilà, celui qui te parle, j'ai été avec eux. J'ai travaillé avec Dynamite Bets, j'ai travaillé avec Imperial Bets, j'ai eu ces collaborations-là, j'ai vu et évolué avec toutes nos années, le temps qui s'est écoulé. Et oui, c'est un appât qui est hyper abouti. Après, il faut l'essayer, pêcher avec, puis se faire, faire son... capture, et puis voilà. Pas de souci. Et on finit par le Scopex Squid, qui lui, pour le coup, est connu déjà. Il y a eu des changements, des améliorations, c'est la même formule. Sur le Scopex Squid, il n'y a pas eu de changement. C'est la même recette. Okay. C'est juste ce qui change sur la partie Scopex Squid finalement, c'est plutôt le conditionnement. Donc il n'y a pas les vrais changements, c'est Citrus Monster Shrimp. Okay. Côté Scopex Squid, ce qui change, c'est les conditionnements. Donc les sacs plastiques sont 100% recyclables, tout comme les pots pour les liquides, les bouteilles. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on s'est engagé. Face à la problématique qu'on connaît environnementale. Donc on fait ça avec toute notre gamme d'appâts, mais on a fait ça aussi, et tous les produits périphériques, et on fait ça aussi avec notre terminal tackle. On est sur des emballages carton désormais, etc. Et ça, c'est juste parce qu'on a ce souci-là d'être attentif à cette thématique qui est importante. Et donc, on s'est engagé là-dessus. On est au passage, hein, mais encore... ça a été plus d'1 an de travail, ce truc-là, et rien que les packaging, hein, parce que c'est un enfer, on n'a pas idée comme ça. Pour avoir été impliqué un peu dans le sujet, c'était du département offline qui a travaillé là-dessus.
c'est quand même un sujet assez compliqué, mais au final, je crois qu'on est arrivé à un bon compromis avec, tu vois, comme des sacs comme celui-là. Donc ça, c'est un 5 kilos. Un peu flouté, mais c'est un 5 kilos. Il y a une ouverture, même si c'est du plastique qui est 100% recyclable, il est de bonne qualité, il est dur. On ouvre le petit zip ici, c'est refermable. Ouais. On garde nos appâts, on garde la bonne humidité, on va dire, dans son sac. Les appâts sèchent pas trop. Voilà. On a ce petit plastique transparent, rien que pour ça, rien que ça. Ça, c'est compliqué. Et voilà, on a un appât, on a des packaging qui répondent à cette problématique-là. Et vous avez fait évoluer aussi le. la Scopex Suite, c'est la seule nouveauté, c'est le fait de s'être préoccupé de ce sujet-là, en fait. Non, mais finalement, c'est super intéressant. C'est que si on doit résumer la nouvelle gamme d'apanage, maintenant, c'est 3 références. Ouais. Scopex, Squid, Citrus, Monster Shrimp, déclinés dans toutes les déclinaisons possibles. Donc, ça a de la pop-up, wafter, au syrup, le cloud liquide, si je dis pas de bêtises, le spray, le stick mix, le picture, etc. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, vous avez fait le choix de dire, OK, maintenant, on n'a plus que 3 gammes, 3 parfums. Par contre, ces 3 parfums, vous les avez dans toutes les déclinaisons possibles. Et dans quel diamètre pour les bouillettes 12, 15, 20, 24. Okay. Et puis 12, 15, 20, 24. Et puis on a les conditionnements, c'est 1,5 kg et sans révéler complètement un secret, parce que ça arrivera peut-être fin d'année. On va avoir un plus gros conditionnement, parce qu'il y en a beaucoup de demandes sur les plus gros conditionnements. Un plus gros conditionnement pour les billes. Donc ouais, c'est... Ok. Bon, et puis finalement, dans ce que tu me dis là, en termes de diamètre, ça couvre 90%, 80% des pêches. Il manque le 18. Il manque le 18. Mais je dirais qu'à part le 18, finalement, peut-être aller chercher une taille un petit peu plus petit qu'un 12, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, une taille plus petite qu'un 12, ça serait... C'est pareil, t'es sur... Enfin, pour moi, c'est de la niche, quoi, en fait. Perso, je trouve que c'est une niche dans la niche, et je comprends vraiment les marques qui, en dessous de 12, n'y vont pas, parce que déjà, à produire, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et il y a très peu de pêcheurs qui pourraient utiliser. Alors, c'est sûr que quand tu fais... voilà, encore une fois, c'est mon avis, quand tu fais un amorçage de masse, de combiner entre bouillettes coupées, 20, 15, 10, 8, enfin, c'est top, tu vois. Ouais. Mais je suis pas en colère contre les marques qui proposent pas en dessous de 12, parce que je sais qu'au final c'est très compliqué et c'est un marché de niche, quoi. Voilà. Ouais, bah oui. Donc pour le moment on fait ça. Peut-être que d'autres diamètres viendront s'ajouter. Mais je sais pas s'il y a vraiment tant de pêcheurs qui utilisent des 30 par exemple millimètres, tu vois. Je me rends pas bien compte. Ou s'ils utilisent pas de la 6, de la 8 mm. Je me rends pas bien compte s'il y a vraiment une demande pour ça, mais s'ils en ont, peut-être que les gars peuvent commenter. On attend, si vous pêchez en moins de 10 ou en plus de 24. 24 par exemple, je sais pas, 28, 30. Il y a peut-être qui pêchent avec la 40. Hein. Oh, bah après, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé de mettre un double 20. Ouais, voilà. Donc, voilà. Ouais. Ok, bon, on clôture cette page sur les appâts, et puis pareil, hein, dites-nous en commentaire si jamais vous avez déjà eu l'occasion de pêcher avec la nouvelle gamme d'apanage, que vous en pensez. Donc, Et vous retrouvez, parce que là j'ai répondu un peu spontanément à tes questions, peut-être que j'ai oublié des choses, mais tu peux retrouver plein d'infos sur la chaîne Nash YouTube. Il y a une vidéo d'ailleurs que j'ai faite, qui je peux dire 15 minutes, où j'explique vraiment chaque produit, etc. Et puis dans la période qui vient, indépendamment de cette vidéo que j'ai réalisée sur Nash France YouTube, dans la période qui vient, on va avoir des vidéos spécifiques qui traiteront sur certains produits en particulier. Puis pour des films de pêche, il y a pas mal de films là récemment tournés ou même qui vont être diffusés sur la période qui vient ont été faits avec ces appâts-là. Donc, ok. De toute façon, là, qui dit nouvelle gamme, dit qu'on est parti pour quelques années avec ces appâts-là. Ouais. C'est possible, ouais. On risque d'en entendre parler, et puis il y a de fortes chances qu'on les retrouve sur Fish and Test via
via le partenariat qu'on a avec Stapio, où ils testent eux les bouillettes et on les retrouve sur Synthèse. Donc, ouais, carrément. Ouais. Au contraire. Super. Moi, je voulais parler aussi d'une belle nouveauté que vous avez, parce que vous avez refondu toute la gamme d'Apple, mais vous avez refondu aussi toute la gamme de fils, de traites. Tu peux m'en parler Ouais, donc on a lancé, donc là c'est dispo, c'est en magasin. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas retravaillé. Enfin, on avait la tresse qui était connue, la boulette mono, mais et on avait la boulette en fait en tresse et le mono. Et puis, mais ça répondait pas à toutes les situations. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment élargi la gamme de nos lignes. Donc on a tresse. Dans les tresses, on a de la tresse verte coulante, de la tresse flottante, donc en vert et en UV jaune. Donc elles sont jaunes, mais réflectives réflectives, elles sont, elles réagissent à la lumière, si tu veux. Voilà, en français, mais donc elles sont beaucoup plus visibles. Donc on a, donc tresse coulante en jaune, en vert, tresse flottante en vert, en jaune. Et puis en mono, on retrouve un mono qui est la Skyline, qui vraiment est pensé pour la distance, à la frappe. Et puis on va retrouver l'Armor Line, qui elle est vraiment un nylon pensé pour la pêche la pêche plus forte, on va dire, plus continentale. C'est pour ça que ça monte jusqu'à 40. Je regarde mes petites notes. Ouais, c'est 45 centièmes. Ouais, donc, avec peut-être un nylon un peu plus travaillé, moins élastique aussi. Élastique, un nylon aussi plus pensé pour l'abrasion. Là où la Skyline, c'est vraiment une gamme qui est pensée vraiment. Donc on est vraiment sur des diamètres. Tu peux t'amuser avec un pied à coulisses et à tester quand tu feras. On en a un, ça tombe bien. Et voilà, pour une phase de test, tu verras et tu compareras et tu verras que chez Nash, le diamètre affiché est le réel diamètre. Ok. Ce qui est, et si j'ai tort, je m'en excuserai, mais je serai le premier surpris. Et c'est toute la différence, c'est que ça nous est pas favorable d'annoncer les véritables chiffres, parce qu'on est dans un monde, tu le sais, hein, dans le monde des lignes, on est dans un monde où, eh bien finalement, on joue avec les mots entre la résistance aux nœuds, la résistance linéaire. On survalorise les diamètres. Voilà, ça c'est le marché tel qu'il est aujourd'hui. Nous, on vient avec une volonté, c'est d'indiquer les réels chiffres, mais les réels chiffres nous sont parfois moins favorables sur le papier. Et c'est pour ça que des tests comme vous, ça nous intéresse parce que vous remettez, comme on dit, l'église au milieu du village, vous remettez le sujet là où il est. Donc oui. Donc voilà, on retrouve 13 coulantes, 13 flottantes, un nylon pensé plus pour les pêches, on va dire, un peu continentales, fortes, gravières, lacs, rivières, et puis un mono qui descend beaucoup plus en termes de taille, qui est plus pensé pour la frappe, et qui a été pensé en même temps qu'on a lancé la gamme Air Force, qui est la gamme de cannes lanceuses, qui va arriver bientôt sur le marché français. Et voilà ce qu'on peut dire. Alors moi, j'ai plein de questions qui sont venues. Et je veux dire, pour les monos, je regarde quand même, parce que comme il y a beaucoup de choses à dire, pour les monos, parce que je me suis noté quand même 2 trucs, parce que je me doutais que tu allais venir sur les monos, et sur les monos, on attaque en 26 centièmes. 26, ouais, ok. Tu sais, pour les gens qui sont vraiment sur de la pêche à la frappe, qui recherchent la performance, ou pour la pêche plaisir, ou même pour de la pêche en compète, hein, par exemple. Oui, bien sûr, ouais, ça va clairement. Si tu dois aller chercher à 150 plus, que tu as la capacité de lancer avec un 26, tu peux le faire. Et on a pu le démontrer dans les tests de lancer qu'on avait fait. Mais oui, je comprends. Mais c'est hyper intéressant ce que j'aime bien là dans votre approche, c'est que vous avez 2 nylons là, ok, celui-là, il est fait. Si tu veux vraiment optimiser tes distances de lancer, va sur celui-là. Par contre,
Si tu pêches dans une gravière un peu forte, mais on sait que tu vas aller poser en zodiac ou en bateau amorceur ou quoi, t'emmerdes, excuse-moi l'expression, mais t'emmerdes pas avec le Skyline, prends l'Armour, il aura peut-être un peu moins d'élasticité, ce sera un nylon un peu plus pensé pour la résistance à l'abrasion. Parce qu'il y a quelque chose, et un jour on en fera vraiment une enquête complète chez Synthes, il y a quelque chose que les gens savent pas forcément, c'est que des qualités de nylon, t'en as plein. En fait, en termes de polymères utilisés, et ça, c'est quelque chose où c'est très compliqué. Enfin, nous, on ne peut pas le savoir parce que les marques ne communiquent jamais sur la qualité du polymère utilisé pour le nylon. Mais finalement, en fait, tu en as énormément. Et ce qui explique des fois pourquoi tu as un nylon qui sort à 7 ou 8 euros la bobine de 1000 mètres et un autre à 25 euros la bobine de 1000 mètres également. Et en fait, chaque type de polymère qui est utilisé pour le nylon a une particularité au niveau de sa résistance à abrasion, son élasticité, son revêtement, etc. Quoi. Même sa densité, tu vois. Donc un jour, on va vraiment, je pense, se pencher dessus, faire un dossier complet. C'est un test qui serait super intéressant. Ouais, alors. À mettre en place, mais qui est super intéressant. Ouais, voilà, c'est très compliqué comme ça de dire tel nylon, il a tel polymère, parce qu'il faudrait faire des études chimiques, etc. Pour pouvoir le déterminer, mais au moins déterminer tous les types de polymères qui peuvent exister. Mais vous, au moins, vous avez fait le pari de dire, OK, on a deux gammes de nylon, un pour la distance au lancer, un autre pour les autres types de pêche. Et si potentiellement tu pêches à 80 mètres toute l'année, ça sert à rien d'aller sur un Skyline, tu vas sur l'Armor et ça t'ira très bien. Exactement, tu vas plutôt sur l'Armor et par exemple, si tu pêches pas mal d'endroits où tu utilises le bateau, eh bien peut-être que tu vas avoir besoin plutôt de la version jaune qui est réflective aux UV. Celle-là. Parce que, je sais pas si on voit bien, qui est réflective aux UV. Ouais, pas très bien, on voit pas très bien ce flou. De toute façon, on fera des incrustations, t'inquiète pas, sur la vidéo. D'accord, et celle qui est réflective aux UV va te permettre, tu vas mieux visualiser où sont tes lignes, où ta ligne plonge, et puis ça évite, je sais pas, il y a du vent, etc., un accident, tu mets le moteur dans la ligne, ça arrive à tout le monde. Voilà, avec les monos jaunes réflectifs aux UV, ça te guide, ça t'aide un peu, à moins que tu sois vraiment, tu souhaites minimaliser ou maximaliser ta discrétion, et là tu partiras plutôt sur le. Et là, est-ce qu'il faut une lampe frontale dédiée ou la frontale dédiée, c'est mieux parce que celle qu'on a pensée pour, elle a été faite pour. Mais en fait, tu vois déjà nettement mieux rien qu'avec une frontale classique. Voilà. Ouais, déjà parce que il a cette propriété, le nylon, déjà il est réflectif en fait. Donc c'est vrai qu'avec une lampe UV, là ça pète vraiment. Mais avec une lampe torche classique comme ça. Normal, quoi, hein, ça fonctionne. Ouais, bien sûr. Ouais, ça fonctionne. Ok. Non, mais voilà, tu vois nettement mieux. Et ce qui fait que ça t'évite des accidents, ou ça te permet, quand tu es en combat même, c'est pas simplement quand tu es en bateau que tu reviens en bord, c'est que tu es en combat, par exemple, tu es à proximité, il y a des arbres qui plongent dans l'eau, tu es en train d'essayer de tenir le poisson, peut-être qu'en mono, ton fil, tu le vois plus, parce qu'il y a des vagues, parce qu'il y a du vent, etc., parce qu'il pleut. Et là, avec le côté réflectif jaune, tu vas mieux contrôler ton truc, quoi. Tu vas visuellement, en tout cas, tu vas savoir ce qui se passe. Donc ça aide, quoi. Ou même quand un poisson fait le tour autour d'un obstacle, tu vois, tu vas pouvoir plus rapidement comprendre la situation. Puis les quelques secondes que tu vas comprendre, tu vas pouvoir, je sais pas si elle a fait un tour dans ce sens-là, tu sais que c'est dans ce sens-là qu'il faut que tu. Oui, non, mais on a tous connu de nuit à pas savoir où se situait le poisson, et puis d'un seul coup, tout à droite. Dans ces situations-là, c'est quelques cas de figure comme ça qui vont te permettre de mettre un poisson de plus à l'épuisette, tu vois. Voilà, c'est. Ouais. Bon. Et qu'est-ce que tu peux répondre aux gens qui vont dire, ouais, mais c'est réflectible à la lumière, ça va être plus visible des poissons, s'il est jaune, ça va être plus visible. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, je pourrais faire comme tout le monde, reprendre les adages des uns et des autres et dire le poisson peut réagir. En fait, en réalité, on n'en sait trop rien. On sait que la carpe elle est sensible à certaines couleurs en fonction que le spectre de couleurs qu'elle va percevoir va varier en fonction des profondeurs dans lesquelles elle évolue. Mais ça c'est parce qu'il y a des études qui ont été menées sur le sujet
Et on sait que des couleurs comme par exemple le rouge vont Le rouge, persister l'orange. 6 mètres, le orange vont persister même davantage. Mais ça, c'est des études qui ont été menées en aquarium, dans de l'eau cristal clair, quoi, dans de l'eau de bouteille, en fait. C'est de l'eau de bouteille qui est mise dans un grand aquarium. Et donc, ça a la valeur, c'est intéressant, ces études-là, parce que ça permet d'avoir quelques idées, une approximation du truc. Mais de là à l'appliquer comme un modèle en se disant, toi qui fais plein de protocoles dans tes tests, etc., tu sais exactement de quoi je parle. De là à appliquer ce modèle-là aux conditions de pêche auxquelles on est confronté, ça serait complètement. Ah non, tu je vois ce que pense, je veux dire? je comprends. En fait, tu pêches tu vas pêcher par exemple un lac de barrage en moyenne montagne, l'eau est acide, l'eau elle est teintée, hein. L'eau elle est teintée en fait. Tu vois, ton lac de barrage il est entouré de sapins, c'est des cailloux, c'est des fonds granitiques, l'eau elle est acide, tu es sur un pH de 6, l'eau elle est teintée, hein. Elle va tirer sur le rougeâtre même. Bah là, le spectre de couleur pour la carpe il n'est pas perçu de la même manière. Et donc tout ça en fait on l'ignore en fait. Et donc il faudrait faire des vrais tests subaquatiques, mais ça manque, hein, plutôt que d'avoir que des projets underwater juste commerciaux, marketing, où on vend un hameçon, un machin. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des vrais projets sous l'eau où on observe, tiens, voilà le comportement du poisson face à une ligne fluo, une ligne pas fluo. Écoute, durant la phase de test, les gars n'avaient pas l'air de. Et même certains pêchent des eaux claires, des gravières. Tu sais, un gravière, souvent, il y a beaucoup d'herbes, c'est clair. Ils n'ont pas constaté qu'ils ont pas eu zéro touche parce qu'ils utilisaient le monofluo. Donc, ouais. Non, personnellement, je suis convaincu aussi que sur la couleur, il n'y a pas d'impact et tout. Je sais qu'après, forcément, quand on sort quelque chose. Mais ta question, elle est super intéressante, en fait. Elle mériterait un vrai projet, tu vois. Ouais, mais en fait, il y a la possibilité de faire des projets. Mais là, c'est des projets faramineux parce que. Tu parles d'un an et demi, de tests dans différentes eaux. Enfin, c'est compliqué. Et puis, je vais ajouter un truc, c'est que ta ligne, probablement, on pourrait imaginer que probablement elle est plus facilement perceptible par les poissons, en fonction de la qualité de l'eau, évidemment. Mais imaginons, pire des cas de figure, une eau très claire. Est-ce que le monofluo est mieux vu des cas? J'ai envie de dire, sans doute, parce que c'est le bon sens qui m'amène à le penser. Par contre, un fil même clair, ou même encore une tresse, il faut pas oublier qu'il y a du dépôt en permanence. Quand on fait de l'apnée, comme j'en fais, tu vois, en l'espace de 6 à 7 heures, notamment à certaines périodes de l'année, comme par exemple au printemps ou durant l'été, le dépôt, il se crée à une vitesse grand V. En 6 heures, tu as du dépôt sur ta ligne. Donc, entre un fil jaune avec du dépôt et un fil clair, ou je sais pas comment on peut dire transparent, même si c'est pas vrai, sur lequel il y a du dépôt, bah, dans tous les cas, il y a du dépôt, quoi. Non, mais c'est. Donc, bon, je pense que c'est une question super intéressante, je crois que sur lequel personne n'a vraiment de réponse avérée, tu vois, si ce n'est peut-être dans des aquariums. Là où on observe quand même une différence, c'est la différence entre pêcher avec du mono et pêcher avec de la tresse. J'ai vu des différences, moi personnellement, sur des eaux très claires, sur des gravières près de Chambéry, l'eau elle est cristalline, c'est de l'eau de bouteille. J'ai vu des différences sur les premières heures de pêche. Mais de là à dire que vraiment un fil jaune, un fil. Non, mais peut-être, mais à vérifier. Et sur des poissons surpêchés, peut-être. Ouais. Oui, et puis en fait, c'est ce qu'on pense souvent. Tu sais, encore une fois, c'est pas binaire la pêche. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, tu vois, et encore plus. Alors, c'est pas notre domaine, mais la pêche du carnassier encore plus, tu vois, entre une ligne qui va moins bien, enfin trop raisonner, etc. Donc, voilà, faut pas s'en tenir qu'à ça, mais voilà, je me posais la question parce que c'est super intéressant. on est quand même dans une mode où il faut que ça soit sur une eau surpêchée, si moi tu me demandes ce que je vais faire personnellement, sur une eau surpêchée, ma tendance, elle va plutôt être d'être sur si j'ai pas le choix, il y a des obstacles, tresse. Voilà. Si j'ai le choix, il y a des obstacles, mais le mono peut faire l'affaire, je partirai plutôt sur un mono transparent. Donc ça, c'est mon choix perso. Mais combien d'eau réellement, enfin, si je vais aller pêcher en fleuve ou si je vais pêcher en lac,
on le sait, la priorité, elle est à trouver le fiche. Et Oui. dès l'instant que tu as trouvé le fiche, tu mets une citrus, tu mets une monster shrimp, peu importe, tu mets un montage qui tient la route, mais parce que tu les as vus, tu risques de les prendre en fait. Et voilà. Ah ben, vaut mieux pêcher avec un appât pourri, un montage pourri, un spot où il y a des poissons, qu'avec le meilleur appât du monde, un spot où il n'y a pas de poissons, on est d'accord? Exactement, bah voilà, donc t'as tout dit. Ouais, t'as tout résumé. Donc, ouais, bah il y a toute cette gamme, donc ça laisse quand même pas mal de choix, tant sur Ouais. des nylons pensés pour de la pêche continentale en transparent, jaune, nylon pour la pêche à la frappe, pareil, et puis les tresses flottantes et tresses coulantes en jaune Ah bah tiens, voilà, c'était ma dernière question concernant les fils. Justement, toi, en tant qu'expérience, ton expérience de pêcheur, est-ce que tu peux donner un petit tips entre à quel moment j'utilise plutôt une tresse coulante et à quel moment j'utilise plutôt une tresse flottante? Ouais. Parce que, et ça, nous, on a déjà eu le cas chez Fish Test des gens qui nous ont dit, ouais, cette tresse fait chier, elle était flottante. Moi, j'ai pêché à Rivière avec, le bass-boat qui est passé, il m'a tout embarqué. Ouais. Bah oui, oui, bah oui. Tu vois, et donc, des fois, voilà. En gros, à quel moment, toi, tu pêches beaucoup d'eau un peu partout en Europe, beaucoup de types d'eau différentes, etc. Voilà, dis-nous à quel moment tu dis, ok, moi, là, dans ce cas-là, j'utilise une tresse coulante et dans ce cas-là, j'utilise plutôt une tresse flottante. La tresse coulante, je l'utilise la majorité du temps. Mhm. Euh, Typiquement, un lac de barrage, souvent tu as de l'activité nautique, donc lac de barrage encaissé, berge abrupte avec du caillou pas mal profond. Bien souvent, tu es amené à pêcher ta bordure et il peut t'arriver, je dis pas que c'est systématique, mais de pêcher en face, sur la bordure d'en face, ou de pêcher à un abord d'une île. Et il peut y avoir de l'activité nautique au milieu. Donc l'activité nautique, ça peut être des paddles, ça peut être des voiliers, ça peut être des pêcheurs de carnasse, ou même des touristes en bateau qui vont à toute bonde. Et dans ces cas-là, moi, c'est clair, c'est de la tresse coulante, ou quand je pêche en rivière, si je dois pêcher en tresse plutôt qu'en gros nylon, parce que j'aime beaucoup le nylon quand même pour son absence de vibration, etc. Mais si je dois pêcher en tresse, pour répondre à la question, je vais être encore en tresse coulante. En fait, la quasi-majorité du temps, c'est en tresse coulante. Là où je suis en tresse flottante, c'est quand je vais pêcher des endroits qui sont très riches en obstacles, ou des zones quand je dis riche en obstacles, c'est par exemple sur des lacs de plaine, tu vas avoir des zones, je vais te parler de Montbel, parce qu'on y a fait un tournage il n'y a pas si longtemps, c'était bourré de souches. Là, je vais pêcher en tresse flottante, et je vais même utiliser un système élévateur, tu vois. Ok. Un double système élévateur dans ce cas de figure que j'ai utilisé, et pour vraiment faire en sorte que ma ligne soit bien décollée, et qu'elle ne vienne pas en contact avec le fond, là où il y a les souches. Et les souches et les branches et les arbres. Euh, donc la tresse flottante, pour moi, je l'envisage plutôt pour des pêches dans les zones d'obstacles, comme ça. Mais c'est mon usage à moi, après, à voir avec les autres. Et ou encore, si je suis sur des pêches très riches en herbiers. Donc, Ouais. je vais avoir tendance aussi à utiliser des tresses flottantes, pour éviter que ma tresse coulante aille se mettre de partout au Oui. fin. Parce que la tresse coulante qu'on a chez nous, elle coule pour de vrai, en fait. Hein. C'est pas une Oui. tresse, ça coule. Donc, pour éviter qu'elle aille se mettre de partout dans les herbiers. Et parce qu'après, évidemment, quand tu vas chercher ton poisson en bateau, parce que quand il y a beaucoup d'herbiers, souvent c'est assez difficile de les ramener du bord, même si c'est toujours possible. Mais quand tu vas en bateau, bah, tu es sans arrêt avec de l'herbe et puis tu es sans arrêt en train d'essayer de l'enlever. T'entends les ting, ting, Ça te fait des cartons dans ta tresse, dans ton anneau de tête, enfin, tu es obligé de la prendre, de l'enlever. Et donc, tu as tendance à plutôt utiliser une tresse flottante dans ces cas de figure-là. Donc, j'utilise quand même majoritairement plus du mono et de la tresse coulante. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. En gros, dans 80, quand si tu veux pêcher en 13, dans 90% de situations, il vaut mieux prendre de la coulante qui est un peu plus Ouais. passe-partout. Et la flottante, c'est vraiment, comme tu dis, je sais que là où je vais pêcher, c'est pété de nénuphars, d'herbiers, etc. Voilà, j'aurai que mes quelques derniers mètres qui seront coulés et tout le reste. Par contre, il n'y a pas de navigation, bien entendu, parce que sinon on va devant Ouais. des gros problèmes avec les autres usagers et puis même pour nous, parce que se faire arracher, enfin, je pense qu'on a tous connu ça, se faire arracher une fois une ligne par un moteur, ça fait bizarre, quoi. Ça fait Ouais, c'est bizarre. clair. Et donc, voilà un peu comment je procède avec mes lignes. Et ce qui se passe, c'est que souvent on me dit, mais comment tu fais avec tes lignes? Parce que c'est vrai que
Ben, en fait, j'ai plusieurs bobines. Donc, quand je vais à la pêche, j'ai mes 4 moulinets, mes 4 scottes, mais j'ai plusieurs jeux de bobines, en fait. Et donc, du coup, je peux avoir 2 cannes, il m'arrive, hein, sur une action de pêche, sur un plan d'eau, je vais avoir 2 cannes en coulant, mais là, je sais qu'il y a une zone d'obstacle, je suis en presse flottante. Donc, je jongle beaucoup avec mes lignes parce que bah, pour moi, c'est hyper important. C'est le corps de ligne, tout comme le corps intermédiaire de ligne, ou encore le last meter, comme on dit, donc le terminal tackle, enfin le montage à proprement parler. Tout est important en fait. Et donc voilà. C'est des outils. Hein. Non, puis maintenant. Les conditions de pêche, tu sors le bon outil, quoi. Ouais. C'est ça. Et l'avantage, c'est que maintenant, quasiment tous les moulinets du marché proposent des bobines supplémentaires et tout. Donc, exactement. Alors, tu n'es pas obligé d'avoir ton jeu de moulin pour la rivière, puis ton jeu de moulin pour la pêche en même temps. Ouais, dans ces jeux de bobines comme ça te permet vraiment de pallier à la situation, surtout quand tu t'amènes à faire un trip de pêche où tu sais pas exactement ce que tu vas faire. Tes 2 premiers jours, je sais pas, t'es en gravert, puis le 3e jour, tu pars en rivière. Bah, c'est difficile d'avoir quelque chose qui fait tout très bien, en fait. C'est pas vraiment possible. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs jeux de bobines pour, par rapport au contexte de pêche, tu vois. Et en tout cas, moi, je fais comme ça pour en tout cas me donner toutes les chances, quoi. Après, c'est ce qui se passe, mais ouais. Non, je comprends. Ok, super. Bah écoute, on a fini cette partie sur les fils, les tresses, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de l'actualité de Nash, là, parce que vous êtes très dynamique, donc vous avez toujours des nouveaux films, des nouveaux projets qui sortent, etc. Il me semble qu'il y a des Nash Day là qui vont arriver. Qu'est-ce que tu peux me dire là sur les prochaines semaines, mois qui arrivent, Jocelyn? Eh ben, ouais, t'as raison. On a déjà l'activité film, bien sûr. On relâche, on remet sur Internet, sur YouTube, toutes les 3 semaines, 4 semaines, un nouveau film. Et ça, c'est quelque chose auquel on se tient. Alors, on essaie. En tout cas, c'est toute notre volonté, c'est essayer de proposer des choses en film assez différentes, d'un film à un autre, essayer d'aller sur des destinations qui n'ont pas été amenées, qui nous font rêver en fait. Puis on se dit que si ça nous a fait rêver, et si on a vraiment pris du plaisir, bah on se dit que les pêcheurs, ils devraient aussi kiffer. C'est un peu l'idée en fait. Et bah on a plusieurs projets à venir et des vraiment sympas. On a remis au goût du jour une série qui s'appelait Destination H2O, qui là désormais va s'appeler H2O+. Donc pour le moment, il y a un opus. On ne sait pas si on va continuer, mais on voulait être complètement, on voulait faire un truc un peu fou, et on l'a fait il y a 2 ans déjà. Ça s'est fait à coup de téléphone au dernier moment, à faire envoyer un conteneur, et tout ça sur le continent américain. Donc on a un très beau film qui va arriver, et on a fait quelque chose qui vraiment nous faisait rêver, quoi, d'aller aux États-Unis à la rencontre de ces lacs gigantesques, et d'aller capturer des carpes là-bas. C'est quelque chose qui nous est rêvé, et qui nous paraissait pas vraiment possible, quoi, tu vois. Et finalement, quand on a envie, bah, ça se fait. Donc il y a des choses comme ça. Il y a aussi des projets qu'on fait en collectif, parce que ça nous plaît beaucoup. Souvent on part sur une destination à l'étranger, et là c'est pareil, il y a un joli projet au pays des pizzas qui a été fait, et qui est pour moi le film avec H2O+, qui vont venir, qui vont faire vraiment, qui vont marquer une différence, je pense. Okay. Que clairement le contenu y est, l'histoire y est. Enfin, c'est des vraies aventures comme on les a vécues, donc c'est quelque chose de sympa qui va vraiment arriver. Donc c'est vrai qu'au niveau film, il y a plein de choses comme ça qui vont sortir, mais ces 2 projets-là, je pense, pour l'année 2024, devraient marquer les esprits. Une date de sortie ou c'est encore secret? Non, il n'y a pas de secret, c'est juste que ça prend tellement de temps. Mais tellement en fait que les semaines s'écoulent, et qu'il y a des nouveaux tournages qui se mettent entre temps, et ça retarde. Mais je pense que là on tient le bon bout, et avant l'été on devrait
on devrait revoir un épisode, au moins cet épisode en terre des pâtes et en terre des pastas et puis cet épisode américain, je pense on devrait retrouver ça. Et puis après, tu vois, là on a sorti un podcast, ça faisait pas mal de gens nous avaient ressollicité sur les podcasts. C'est quelque chose qu'on fait maintenant, c'est la 2e saison. Et on a fait un podcast avec un pisciculteur. C'est vraiment quelque chose qui était super intéressant. D'ailleurs, on a beaucoup de retours. Hein. D'ailleurs, je suis impressionné à chaque fois le nombre de retours. Et merci à vous tous. Merci de nous faire autant de retours parce que ça nous donne des idées aussi pour la suite. D'autres sujets ou comment aborder peut-être différemment les sujets, langue à apprendre, etc. Et ouais, c'était un beau podcast. Il est en ligne actuellement avec un pisciculteur. On parle du grossissement des carpes, on parle d'un tas de sujets. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Et puis il y a d'autres podcasts à venir où on va rendre, pareil, c'était une première là aussi, où on va donner la parole à des anglophones. Et donc c'est quelque chose d'aussi inédit pour nous, parce qu'on l'avait pas fait jusqu'alors. Et donc on va rendre des profils européens accessibles en bonne langue française, compréhensible. Donc ça, c'est aussi quelque chose de complètement nouveau qui arrive là pour le printemps, avec les meilleurs invités du marché qui seront là. Et donc ça, c'est cool. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Alors c'est beaucoup de travail, ça aussi, de voice-over, etc. Mais ouais, je pense que ça va intéresser plein de gens. Donc ça, c'est une nouveauté. Et puis, bien sûr, les Nash Days, tu as raison de le signaler. C'est un gros événement. Ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. L'année dernière, c'était déjà une belle édition qu'on a réalisée donc à Marolles-sur-Seine, du côté de Carpassens. Merci encore à Olivier, là, s'il nous regarde, parce qu'il nous avait gentiment accueillis dans le cadre de ces Nash Days. Ça avait bien fonctionné. On avait eu un peu plus de 1000 visiteurs. Donc c'est cool. Et puis, malgré la pluie, en fait. Donc, on avait eu quelques annulations de dernière minute, évidemment, parce qu'on n'a pas été gâté par la pluie. Cette année, là, on a fait un peu différemment pour cette année, tant par la localisation que par la date. Donc c'est le 22-23 juin 2024. Donc pour tous ceux qui ne sont pas inscrits, inscrivez-vous, car l'entrée elle est sur passe obligatoire et toutes vos entrées seront scannées à l'entrée. Il n'y a pas d'entrée sans le sésame, parce que c'est un événement privé. Voilà, donc, c'est pour cette raison, pour des raisons de sécurité aussi. Donc ouais, cette année, c'est à Nous-Tétang, dans l'Oise, département de l'Oise. Donc c'est un peu au-dessus de Paris. Tu vois. C'est pas loin de Beauvais. L'aéroport de Beauvais, il doit être à 20-25 minutes, un truc de ce style-là. Ouais, cette édition-là, déjà on a une grosse progression au niveau des inscriptions cette année. Donc je pense que je pense que les gens ont aimé. On avait demandé aux gars qui étaient venus l'année dernière ce qu'ils en avaient pensé. Ils avaient tous été, ils étaient tous contents. Je crois que c'était 94% qui voulaient revenir. On a fait un sondage, 94% qui voulaient revenir à l'édition. Donc voilà, les gars, si vous n'êtes pas inscrits, faites-le. Et le pass est gratuit, je le rappelle, mais obligatoire. Et en fait, quand tu t'inscris sur lesnashdays.com, c'est le site internet, tu remplis tes coordonnées, puis tu reçois immédiatement un pass. Ouais, le pass, qui permet de. Tu peux montrer avec ton tel. Tu montres avec ton tel et à l'entrée, tu seras scanné. Et ouais, donc cet événement, le principe, c'est, pour tous ceux qui ne connaissent pas, parce que toi, je pense que tu connais bien, mais c'est des ateliers. Donc, on a des ateliers autour d'un plan d'eau. Chaque atelier a sa propre vie, on va dire. On propose des activités tout au long de la journée. On a un atelier, par exemple, casting, où Germaine sera présent. Donc, Germaine, c'est le recordman du plus grand lancé, en fait. Comment on peut dire Du plus long Du plus long lancé. 273 mètres et des boîtes. Voilà, ça calme. Et il est de l'équipe Nash, et il s'appelle Germaine, et c'est un gars, voilà, malgré son nom, et il l'a fait avec une F40, donc les nouvelles voilà, il a le record du monde. Et donc il sera là pour les lancers. Il y a un tas d'ateliers en fait sur
lancer, boat, tu peux tester des boats, etc. Voir toutes nos nouveautés produits, tout sera exhibé ou montré, on va dire. Mais aussi, il y a un grand magasin pop-up qui est éphémère, hein, qui est installé pour l'occasion, c'est un concept. Donc il y a un magasin du nord de la France, hein, c'est un gros magasin du nord de la France. C'est un magasin qui est dans le nord, qui fait plus de 1000 mètres carrés et qui va créer pour l'événement un magasin éphémère de 250 mètres carrés avec pas mal de produits, pas mal de surprises, des ventes flash, des trucs, voilà, plein d'activités, plein de trucs. On a des food trucks qui sont présents aussi. Et puis on a une scène, un chapiteau, nous, je sais plus combien il fait de mètres carrés, 350 ou un peu plus, 400 mètres carrés, une scène de 40 mètres carrés. On a un set de DJ qui va se succéder avec du bon son, la drum and bass, etc. C'est l'événement Nage de l'année. Ouais, tout à fait. C'est vraiment l'événement Nage pour nous, l'occasion de rencontrer tout le monde. Et puis, ce qui est assez intéressant en fait au Nage Days, indépendamment des food trucks, des trucs, de la scène, de la musique et tout ça, c'est que durant cet événement, contrairement à un salon, en fait, il n'y a pas toute l'équipe Nash, parce que c'est pas possible. Là, en fait, il y a toute l'équipe Nash. C'est-à-dire toute l'équipe française est là, et on a des profils de toute l'Europe, parce que les Nage Days France, en fait, c'est les Nage Days Europe. Ouais, ok. On a des Nage Days en Italie, on a des Nage Days en Allemagne dès l'année prochaine qui sont organisés, etc. Mais les Nage Days France, c'est un peu, si tu veux, c'est les Nage Days Europe. On a toute l'Europe qui est là. On a 9 pays représentés, la Pologne, ça va de la Pologne en passant par l'Italie, l'Allemagne, voilà. On a des partenaires aussi de partout, Carplunge, tu sais, pour les boats. On a Volta Case pour les batteries en technologie LiFePro, 4, etc., etc. Enfin, on a plein de partenaires qui sont présents. Et c'est une grande fête. Et ce qui est intéressant par rapport à un salon, c'est qu'on est en extérieur, tu vois, et c'est plus cool en fait. Tu vois, il y a de la pêche, puis tu as le temps en fait. Sur un salon, honnêtement, tu peux pas boire une bière avec les gens et tout. Parce qu'il y a les salons, souvent, comme Molusson et tout, il y a trop de monde. C'est beau, il y a beaucoup trop de monde. Là, au Nage Days, on attend, de toute façon, on n'ira pas au-dessus de 1500 personnes. On s'arrêtera à 1005 et là, on est déjà rendu à 1003. Donc, il reste 200 places. Dès qu'on arrive aux 200, on arrête, terminé. Et ça veut dire que pour ceux qui ne sont pas inscrits, c'est le moment de le faire. Il reste 200 places. Et pour les 2 mois qui viennent là. Et puis, en fait, comme c'est réparti sur un grand site, le site est plus grand qu'un salon, hein, évidemment, tu as le temps, en fait, d'être avec les gens, de parler pêche, etc. Et ça n'a rien à voir, en fait. C'est une expérience qui n'a rien à voir, qui est complètement différente. Et je trouve en tout cas, c'est ce que les gars nous disaient. C'est qu'ils aiment le fait d'être vraiment au contact de l'ensemble des pêcheurs, de l'équipe, etc., de pouvoir vraiment discuter des trucs. Et c'est peut-être la différence avec un salon où il y a beaucoup de bruit, il y a plein de people, tu vois, et puis finalement, t'as pas tellement le temps. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi, les salons. C'est pas... Oui, non, c'est du rush non-stop. Et puis, un salon, tu rencontres les gens, mais là aussi pour vendre, tu vois. Et, t'es là pour vendre. Alors que, bien sûr que là, il y a Car Concept qui est là, qui est un magasin éphémère pour que les gens achètent. Mais on est plus dans l'achat souvenir. Les gens veulent acheter un vêtement, ils veulent acheter un produit parce qu'ils ne l'ont pas trouvé par ailleurs. Mais l'enjeu, c'est pas de la vente, hein, c'est pas du commerce. Si c'était pour le commerce, on arrête les Nage Days, ils coûtent plus d'argent que ce qu'ils rapportent. Hein. Très largement. C'est un vrai événement de marque quoi, que vous faites. Ah ouais, tout à fait. L'événement, il est là pour permettre. J'ai créé cet événement-là, en fait, à l'époque, avec les gars. Quand j'ai lancé cette initiative, c'était durant le Covid. Je sais pas si tu te souviens, mais avec le Covid, tout était annulé. Je m'étais dit, il faut qu'on crée un événement en extérieur. Oui. Parce qu'en intérieur, on ne pouvait pas, tu te souviens, le masque et tout, on a déjà oublié tout ça, hein, mais le masque et tout le merdier, les mesures protocolaires, c'était un enfer. Et du coup, on s'est dit, on va faire un truc en extérieur. C'est comme ça que l'idée elle est venue, hein. C'est le Covid qui nous l'a amené. Et finalement, de se retrouver, aujourd'hui, tout le monde fait ses Nage Days, enfin ses Event Days, on va dire, mais c'est comme ça qu'on a fait les Nage Days, les premiers, et ça c'était il y a 4 ans en arrière. Juste au moment où il y a eu ces événements-là. Et puis voilà, quoi. Ok. Ouais, non, bah écoute, donc 22-23 juin,
Domaine Ouais, Noutédan dans l'Oise et c'est ça. l'inscription et les réservations sont gratuites, mais il faut absolument avoir son sésame pour y aller, sinon on rentre pas, c'est Quand no on a way. son sésame, en fait, son passe, on Ouais. se fait scanner à l'entrée et ensuite on reçoit un bracelet Ok, avec des petits pardon. goodies, des cadeaux, etc. Mais on reçoit un bracelet et parce qu'il y a des vigiles qui tournent et tout ça. Et voilà, c'est pour la sécurité, puis c'est Ouais, parce que bien ça sûr, met. ouais, non, mais voilà. Donc 22-23 juin, Ouais, domaine Noutédan dans l'Oise. c'est ça. Bah, écoute, ça va être une belle fête. Ça va être une belle fête. Ça va être une énorme fête. Et on a plein de surprises cette année qu'on n'avait pas pu mettre en œuvre l'année dernière et qui, je pense, devraient faire à toute la communauté Nash parce que c'est vraiment les gens qui viennent au Nash Days, c'est beaucoup la communauté Nash, même Mm. si on a des gens de toutes marques qui viennent nous voir. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup la communauté Nash qu'on retrouve. Et c'est un vrai kiff de revoir les gens, et de voir qu'ils nous soutiennent parce que sans eux, on n'est que dalle, hein, on n'est rien, hein, on Ah arrête de bah, travailler. Donc, mm. on est là parce que ils nous soutiennent. Et donc voilà. Ok, super. 23 Super. juin. Ouais. Et il y a un Euh, site nice.com. Ouais. Niceday.com, on le mettra dans la description. Donc voilà, tout ça, les gens pourront y accéder directement. Aucun problème. Je termine ma dernière question avant qu'on enchaîne sur la fin de cette vidéo par Fast and Curious. Euh, Petite nouveauté qui va arriver incessamment sous peu. Alors dans les nouveautés, je réfléchis. Là au moment où on se parle, il y a plusieurs nouveautés qui sont sorties. La ZTHD camo, tu sais, avec les systèmes dehors, c'est chausse-pied. Il y a deux Ouais, chausse-pieds plastiques. j'ai vu ça. Tu peux Ça, te j'ai vu. choper dans ta Waders, courir, choper ta canne. Bon, tu vas plus vite comme ça que d'essayer de mettre chaque pied et d'essayer de l'enfiler. Donc, tu gagnes un peu de temps. Donc, ça, c'est une nouveauté. C'est très récent, en fait. Elles sont là. Dans les nouveautés, on a aussi le Blockhouse Camo. Ok. Donc, le Blockhouse, c'est cet abri hyper confort qui se monte rapidement, qui se démonte rapidement. 1,90 m de haut, donc pour les gens qui recherchent un peu de confort. Euh, euh, je réfléchis. On a des plombs là qui viennent de sortir, donc avec notamment un pattern, un design tout à fait spécifique pour la partie PVA, Ok. voilà, avec des formes particulières. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau? Il y a la gamme Air Force des cannes qu'on a présentée en janvier qui arrive en France là Mm. dans les 3 semaines qui viennent. Donc les F20 et les F40. La F40 qui est vraiment un produit très haut de gamme. Hein. Oui, oui, j'ai eu l'occasion de l'avoir en main quand j'étais venu vous voir au salon d'Ichi. Ah ouais, Euh, Adichie. Là, tu es sur. Ça montre le savoir-faire de Nash Ouais. dans la canne, mais tu es sur une canne très très haut de gamme. Ah bah oui. Voilà. Ouais. Mais il y a un savoir-faire derrière, quoi. Et ça se voit. Ça se voit. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc il y a les cannes qui sont aussi une vraie nouveauté qui vont arriver voilà en France là. Les appâts ont commencé à être distribués en France, les nouveaux Mhm. appâts que tu évoques. Donc ça c'est cool parce que on a eu toute une période où on était finalement pas avec ces nouveautés-là, et là maintenant on a toute cette nouveauté d'appâts, tous ces produits périphériques, et ça c'est pour nous c'est une grosse nouveauté. Hein. Les appâts c'est hyper important pour Nash. Mhm. Et puis allez, une petite quelque chose qui n'est pas encore sorti du tout, dont on n'a même pas communiqué, une nouvelle gamme de vêtements qui arrive. Voilà, qui reprend le principe du Make It Happen, qui est notre slogan, rendre l'impossible, si je devais le traduire, possible. Mhm. Donc la gamme Make It Happen, donc de vêtements qui va arriver. Donc ça c'est une nouveauté. Puis après les nouveautés croustillantes, je t'en lâche une toute petite, mais à ne pas communiquer plus que ça. Je le dis à personne. Je le Ouais, dis tu à le diras personne. à personne, c'est ça. Je le dis à personne. On travaille très largement une gamme qui commence par un S et qui finit par Ok. un E, Ok. et qui a révolutionné le marché de la pêche de la carpe il y a 10 ans, et on l'a complètement retravaillé, repensé. C'est un projet qui a déjà démarré depuis 3 ans, hein, et Ok. qui devrait aboutir sur cette fin d'année, et on devrait en voir les prémices en 2025, plutôt dans le milieu ou la fin de l'année 2025. Ok. Et là, on revient avec des choses vraiment innovantes. Il est possible encore aujourd'hui, même malgré certains, possible d'innover Mhm. dans le marché de la pêche de la carpe, et on en fera encore la démonstration Ok. avec cette jolie gamme qui a été repensée. Ouais.
Donc, ouais, non, il y a vraiment des super trucs qui arrivent. Et puis, on a musclé l'équipe innovation encore récemment. Et notamment sur la partie vêtements, on a des design développeurs qui sont arrivés, qui renforcent les rangs. Et au niveau vêtements, on était déjà plutôt très technique, mais on va encore renforcer le trait parce que on a recruté des gens qui sont vraiment très talentueux et qui, alors évidemment, quand tu recrutes, il y a le temps que le gars s'y mette, mais ça devrait porter ses fruits à horizon déjà de voir les prémices à 6 mois, 8 mois. Oui, et puis sur les gammes vêtements, maintenant, tu es sur à la fois de la technicité, mais aussi sur du casual, où tu peux porter ça, t'es pas obligé d'aller à la fête pour porter les vêtements, quoi. Exactement. Et Et c'est ça qu'on va développer, la partie, comme tu dis, casual, ce qu'on peut porter tous les jours, et puis les vêtements très techniques, vraiment pensés pêche, tout comme, je sais pas, notre Gamescope, par exemple, qui est technique, avec ou zéro tolérance, qui est vraiment très technique pour pêcher en conditions hivernales ou pêcher l'été parce que tu as le système de moustiquaires, etc. Enfin, on a donc les grands changements à venir, ils viendront sur la partie vêtements et puis des gammes qui sont complètement pensées comme la gamme Scope. ok, bah écoute, je te remercie Jocelyn. On va enchaîner avec le Fast and Curious juste avant. J'en profite pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous aimez ce format, si vous aimez ces échanges. Et vous pouvez retrouver cette interview podcast, parce que c'était plus un podcast, j'ai l'impression qu'une interview, parce qu'on a tellement bien échangé avec Jocelyn. Toutes les plateformes, possibles. Et on enchaîne avec le Fast and Curious. Alors, Jocelyn, est-ce que tu es prêt? Je sais pas, on va voir. Eh ben, c'est parti. Noix tigrée. Danse. 10 pieds. Pique. Gazebo, je vais dire. Ouais. Tresse. Coulante. R4. Pas facile, ça c'est. Destination confidentielle la majorité du temps et quelques destinations médiatiques pour aller faire bouger l'aiguille du peson une fois de temps en temps, ouais, c'est sympa aussi. Pneumatique. La réponse est dans la question. Donc, J'ai fait une blague avec Kevin Nash, le catcheur, et Kevin Nash. Ah, ok, oui, le catcheur.